Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un militaire charismatique, d'un grand généralissime qui se définit lui-même comme le Napoléon du Nouveau Monde, ou encore le héros immortel. Très flamboyant dans l'art militaire, 11 fois président du Mexique, Antonio de Padua María Severino López y Pérez de Lebrón de Santa Anna prend place dans une époque d'instabilité politique, économique et militaire dans le pays nouvellement indépendant. Figure de la guerre d'indépendance, le généralissime Santa Anna s'oppose au sacre impérial du président Iturbide en 1822 et finit par le renverser à la tête de 400 hommes. Il proclame le 2 décembre 1823 à Veracruz la restauration de la République du Mexique. Il soutient le républicain Vicente Guerrero qui devient président, puis Anastasio Bustamante, avant de se faire élire lui-même à la tête de l'État en 1833. Vous voulez en savoir plus sur Santa Anna? Venez avec moi. Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, né le 21 février 1794 à Xalapa, l'actuelle capitale de l'État de Veracruz, un militaire et homme politique mexicain qui exerce 11 fois la présidence du Mexique. Surnommé l'Aigle, le Napoléon de l'Ouest ou le héros immortel, il est le fils d'Antonio López de Santa Anna et de Manuela Pérez de Lebrón. En 1811, lors de la campagne de Nuevo Santander, sous le commandement de Don José Joaquim de Arredondo y Miono, il combat les Indiens. Il est blessé au bras par une flèche chichimenque. Pour sa bravoure, il sera nommé sous-lieutenant en 1812. À la suite de la bataille de Medina, il est à nouveau cité pour sa bravoure. Il retourne alors à Veracruz et fait la connaissance en 1815 de José Davila, gouverneur de la province. Santa Anna est nommé commandant des formations militaires de Veracruz où il combat avec succès les insurgés dans les environs du port. Santa Anna est nommé capitaine en 1817 par le vice-roi Don Juan Ruiz de Apotaga avec pour mission de pacifier les environs du port de Veracruz, mais des différends avec les autorités locales l'empêchent de mener à bien sa tâche. En 1818, il établit des contacts avec Don Guadalupe Victoria, qui mène la guérilla indépendantiste et qui l'invite à rejoindre ses rangs. Santa Anna réplique en offrant des terres aux insurgés qui déposeraient les armes, tout en fondant quelques villages dans l'état de Veracruz. Pendant ce temps, Iturbide et Vicente Guerrero proclament l'indépendance du pays. Santa Anna abandonne alors l'armée royaliste le 26 avril 1821 et adhère à la cause de l'indépendance. Il met en déroute ses anciens compagnons d'armes à Alvarado, puis à Cordoba et Xalapa, mais échoue devant le port de Veracruz où il est repoussé par Davila, resté fidèle à l'Espagne. En 1821, Santa Anna s'illustre en chassant les Espagnols hors du port de Veracruz, mais laisse la forteresse de San Juan de Ulúa, qui commande l'entrée du port et bloque le commerce. Il est déçu par Agustín Iturbide et de l'Empire qui ne le récompense pas suffisamment. Pourtant, en 1822, l'empereur du Mexique le nomme général et le charge de poursuivre Guadalupe Victoria. Mais Santa Anna préfère simuler une maladie pour ne pas obéir à l'ordre impérial. La même année, il échoue dans sa tentative de reprendre San Juan de Ulúa aux Espagnols. Le 6 décembre 1822, Santa Anna signe avec Guadalupe Victoria le plan de Veracruz, dans lequel il est dit que la seule forme de gouvernement au Mexique doit être la République. Santa Anna fait partie des chefs militaires soutenant le plan visant à renverser l'empereur et déclarer la République au Mexique le 2 décembre 1823 dans l'enthousiasme populaire. L'Espagne fait un dernier effort pour reconquérir le Mexique. Un corps expéditionnaire de 3000 soldats espagnols débarque à Tampico en 1829. Santa Anna marche contre eux avec une troupe moins nombreuse et obtient cependant la victoire. Il est déclaré héros national, ce qu'il apprécie, et désormais se fait appeler le héros de Tampico et le sauveur de la patrie. De 1810 à 1848, soit pendant 38 ans de guerre presque ininterrompue, Santa Anna participe à plus de batailles que George Washington et Napoléon Ier réunis.
Il déclare alors se retirer de la vie publique, à moins que mon pays n'ait besoin de moi. Succédant au président Manuel Gómez Padreza, Valentín Gómez Faria fut président intérimaire du 1er avril au 18 juin 1833. Les mesures qu'il prend contre les biens du clergé et les privilèges des militaires provoquent un soulèvement contre lui, nommé Plan de Religión y Fueros, proclamé à Morelia par le colonel Don Ignacio Escala, secondé par le général Durán. Santa Anna, feignant de partir les combattre, fut fait prisonnier par eux et après un simulacre d'évasion, se fait remettre la présidence par Gómez Faria le 18 juin 1833. Gómez Farias lutte pour réformer et donner des institutions modernes à la nation mexicaine, ce qui lui vaut l'inimité des militaires et des grands propriétaires terriens, comme de l'Église catholique. En mai 1835, la révolte libérale de Zacatecas est écrasée. Le Texas, faisant partie de l'État mexicain, entre en rébellion en mars 1836. Santa Anna marche à la tête de 6000 hommes inexpérimentés vers le nord pour remettre la province rebelle sous contrôle. Après la victoire de Fort Alamo, Santa Anna est capturé par les forces séparatistes après la bataille de San Jacinto le 22 avril 1836. Menacé dans son intégrité physique, il ordonne le retrait des troupes du Texas. Ordre qui n'aurait pas dû être suivi, aucune armée ne devant obéir à un chef prisonnier. À Mexico, le gouvernement du président José Justo Coro le déchoit de son commandement. Après quelque temps de captivité et d'éloignement aux États-Unis, il est autorisé à retourner au Mexique. Santa Anna se retire alors dans l'état de Veracruz, dans une de ses propriétés. En 1838, Santa Anna, qui est alors occupé par la présidence, voit une chance de montrer qu'il est encore l'homme de la situation quand la marine de Louis-Philippe débarque à Veracruz sous prétexte de faire indemniser des commerçants français victimes de troubles à Mexico. Intervention appelée guerre des pâtisseries. La légende raconte que Santa Anna était dans son hamac, dans son hacienda et entendait la canonnade. Il bondit alors sur son cheval en direction du port. Lui, l'ancien président, homme extrêmement riche, risque sa vie comme un simple soldat. Avec peu d'hommes et quasiment sans aide du gouvernement, qui en secret espérait que les Français le débarrasseraient de lui, faisait preuve d'un grand courage physique. Il se bat sans grand résultat contre l'envahisseur français. Il perd une jambe pendant l'affrontement, qu'il fait plus tard enterrer avec de grands honneurs à Mexico. Santa Anna garde le contrôle de son armée après le retrait des Français, ce qui lui permet de revenir au pouvoir. Cet exercice du pouvoir est encore plus dur et plus bureaucratique que précédemment. Santa Anna lève des taxes nécessaires au fonctionnement des administrations, de l'armée, de la formation d'un État présent, ce qui provoque la colère des riches, qui ne voulaient rien payer, et des classes populaires déjà très atteintes. Plusieurs États mexicains cessent purement et simplement toute relation avec le gouvernement central. Le Yucatan se déclare république indépendante. En décembre 1844, l'opposition est telle que Santa Anna, pour éviter une guerre civile, décide d'accepter de renoncer à la présidence et de partir en exil avec une pension généreuse. Il décide de partir à Cuba. Les finances étaient dans un état désastreux. Les officiers se révoltaient souvent. Lassés d'attendre leur solde, en 1844, une insurrection ramène Padreza et les modérés au pouvoir, avec pour président le général José Joaquim Herrera. La plèbe de Mexico en profite pour renverser la statue de Santa Anna et traîner dans la rue un bout d'une corde, le morceau de jambe qu'il avait perdu à Veracruz. L'ex-président qui était revenu d'exil s'enfuit dans les montagnes de Veracruz, où il fut pris à part par des indigènes de la région de Xico, des cannibales qui allaient le manger lorsqu'il fut sauvé in extremis par des troupes gouvernementales. Il est sans doute le seul chef d'État qui a failli subir ce sort. En 1846, dans le but de s'emparer de nouveaux territoires, les États-Unis déclarent la guerre au Mexique. Connaissant sa faiblesse militaire et sa désorganisation interne, Santa Anna écrit au président Gómez Faria qu'il n'a plus d'aspiration à la présidence, mais offre avec enthousiasme son expérience militaire pour repousser l'invasion étrangère. Le gouvernement est suffisamment désespéré pour accepter cette offre. Cependant, Santa Anna a négocié secrètement avec les représentants des États-Unis, plaidant que s'il était autorisé à passer la frontière, il s'efforcerait de faire vendre les territoires convoités à un prix raisonnable, sachant que de toute façon, il serait impossible au Mexique de les conserver.
Une fois au commandement, il viole ses 2 engagements. Il fait un nouveau coup d'État et lutte fermement, mais sans succès, contre l'invasion des États-Unis. Après plusieurs batailles, le Mexique perd la moitié de sa surface au profit des États-Unis. Santa Anna part en exil le 16 septembre 1847 via la Jamaïque en Colombie, où il vit dans l'ancienne propriété de Simon Bolivar. En 1853, il revient à l'invitation de l'Église et des conservateurs, avec lesquels il reprend le pouvoir. Son administration n'est pas meilleure que les précédentes. Il dépense énormément d'argent, mène grand train, vend une portion de territoire aux États-Unis et se déclare président à vie, avec le titre d'Altesse Sérénissime. Il fait aussi composer et jouer un hymne national dont la musique et certains couplets sont restés les mêmes jusqu'à nos jours. Il continue la pratique des gouvernements précédents, en versant de fortes sommes aux politiques et aux militaires pour s'assurer leur loyauté. Mais en 1855, même ses alliés conservateurs se sont lassés de lui et il doit s'enfuir à Cuba, puis à nouveau en Colombie. Des caciques, puissants et respectés, se joignent aux opposants et fournissent des troupes. L'étendue de sa corruption est rendue publique. Il est jugé par contumace pour trahison et ses biens au Mexique sont confisqués. Il vit alors en Colombie, où il agit en bienfaiteur, puis dans l'île de Saint-Thomas. Les lois publiées en 1856 confisquent tous les biens de Santa Anna et ses haciendas furent vendues au profit de la nation mexicaine. Pendant le règne de l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg, imposé par les puissances européennes, Santa Anna n'est pas convié à reprendre du service dans les armées du président Juárez, qui lutte contre une armée française et les corps expéditionnaires belges, espagnols, du général Juan Prim et anglais. Ces troupes ne parviennent pas à venir à bout de la résistance mexicaine et finissent par quitter le Mexique, laissant l'empereur Maximilien de Habsbourg seul face aux Mexicains qui le font fusiller. Après le retrait des troupes étrangères, une amnistie est décrétée en 1872, permettant le retour de Santa Anna. En 1876, à Mexico, il meurt pauvre et oublié de tous. Peu avant son décès, des cérémonies en souvenir de la bataille de Churubusco furent organisées par le gouvernement. Santa Anna, qui avait été commandant en chef des armées mexicaines, ne fut pas invité pour y assister. Comme on l'a vu, la politique centralisatrice que Santa Anna mène vis-à-vis des colons américains installés au Texas est en partie responsable de la sécession de la région en 1836. Le généralissime Santa Anna reprend Fort Alamo aux Texans, dirigé par des figures légendaires que vous connaissez sans doute, James Bowie, William Travis et le plus connu de tous, Davy Crockett. Malgré leur résistance héroïque, Santa Anna s'empare de Fort Alamo. Si vous connaissez le film des années 60 de John Wayne, Fort Alamo, il retrace parfaitement la résistance héroïque des 3 figures légendaires et des Texans, malgré des anachronismes historiques. Santa Anna est exilé par la suite à Cuba, où il offre aux États-Unis de leur vendre la Californie s'ils facilitaient son retour au pouvoir. Les États-Unis acceptent, mais Santa Anna renie sa parole. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.